Europe Midi, Romain Desarbres. Europe Midi, 12h, midi 21. Bruno Le Maire a dressé ce tableau inquiétant. On va en parler avec vous. Vous nous appelez au 39 21. Avec la guerre en Ukraine, on se dirige vers un choc économico-énergétique digne de celui de 1973. Le prix du baril avait alors été multiplié par 4. On en parle avec Marc Baudrier. On en parle avec le député LREM Sylvain Maillard et avec vous également Carole Ferry et avec vous qui nous appelez au 39 21. J'aimerais d'abord qu'on commence par écouter ce qu'a dit exactement Bruno Le Maire. Ce n'est pas exagéré que de dire que cette crise énergétique, ce choc énergétique de 2022 est comparable en intensité, en brutalité au choc pétrolier de 1973. Sylvain Maillard, à quoi ça sert ? Pourquoi est-ce que Bruno Le Maire dit ça ? Les Français ne sont pas assez inquiets ? C'est la réalité. Déjà, vous l'avez dit dans votre journal, le prix du pétrole a doublé en 2 mois, avec une accélération extrêmement forte. Le prix du gaz, alors heureusement, les Français ne s'en rendent pas compte. On a la chance aussi d'habiter en France. Le prix du gaz est bloqué, mais que nos voisins européens, allemands ou italiens, le voient très bien avec des augmentations de 60-70% de leur facture de gaz. Donc oui, il y a une accélération, mais il n'y a pas que ces matières premières-là. D'autres matières premières peut-être un peu moins visibles dans la construction, on parlait tout à l'heure du blé. On va être dans un instant avec Maxime de Dieppe, qui est chef d'entreprise dans le bâtiment. Il y a une vraie déstabilisation du marché qui a commencé au moment du Covid et qui se continue évidemment par l'Ukraine. Mais ce qui est intéressant, c'est quelles sont les mesures que nous devons prendre tous collectivement pour passer ce cap. On va en parler également. Marc Baudrier, ça stresse, ça tend la société, ça, d'utiliser des formules de ce type ? Oui, bien sûr. C'est assez surprenant parce que il parle de 73, Bruno Le Maire, mais on ne sait pas du tout si ça sera l'équivalent de 73. En 73, le choc a été radical, évidemment, mais surtout, ça a été durable dans le temps. Et l'essence, le pétrole n'a pas cessé d'augmenter ensuite et de peser sur le coût des ménages. Donc il y a vraiment une rupture en 73. Aujourd'hui, on ne sait pas s'il y a une rupture. J'espère qu'on ne sera pas toujours à plus de 2 € le litre d'ici. Et puis ça a été le début du chômage massif. C'était une crise massive. Exactement. Qui connaît encore aujourd'hui. Mais exactement. Donc qui s'est répandue dans toute l'économie. Là, on n'en est pas là pour l'instant. Carole Ferry et ensuite Maxime à Dieppe. On n'en est pas là, effectivement, parce qu'on en est au début. Mais en fin 72, Pompidou préparait les esprits aussi au choc pétrolier. Là, est-ce que c'est pas une manière, finalement, de préparer aussi les esprits, de dire attention, si ça dure, on risque d'y arriver, et de dire on risque d'être obligé. Il a dit on va devoir faire des économies. Pompidou disait la même chose. On va devoir faire des économies, et c'est ce qui s'est passé. Et peut-être que c'est parce qu'il faut peut-être pas non plus complètement faire l'autruche. Il y avait des raisons structurelles à la hausse du pétrole en 72-73. Mais là, tout dépend de la suite du conflit. Au moment où les pays pétroliers changeaient de politique, et là, c'est un conflit. Donc un conflit, ça dure dans le temps et ça s'arrête normalement. Maxime, en direct avec nous. Bonjour Maxime. Bonjour Romain. Bonjour. Vous avez 37 ans, vous habitez Dieppe, vous êtes entrepreneur dans le bâtiment, vous avez besoin de déplacer vos équipes, vous avez besoin de vous déplacer évidemment, vous êtes patron dans le BTP. Vos trajets vous coûtent de plus en plus cher. Vous faites allusion également à l'augmentation des prix des matières premières. Tout augmente pour vous. Tout à fait. On sort de 2 années très difficiles liées au Covid. La rentabilité de nos entreprises est mauvaise et les met en difficulté. On a des matières qui augmentent sur certaines jusqu'à 100%. Ça renforce les difficultés. Maintenant, c'est la flambée des prix à la pompe. Ça augmente encore plus nos coûts de fonctionnement. On ne peut pas réduire nos déplacements. On est obligé d'envoyer nos équipes sur les chantiers. On a déjà beaucoup de charges à supporter et bientôt nos chantiers seront à perte. On a nos PGE qui vont devoir être remboursés. Les prêts garantis par l'État, c'est l'État qui vous a prêté de l'argent, mais il va falloir le rembourser. Exactement. Ils ont déjà en plus tenu artificiellement des trésoreries qui étaient déjà tendues avant Covid. On ne peut pas réviser nos prix, nos devis avec nos clients particuliers. Ils se sont engagés, eux aussi sont en difficulté. Maxime, vos devis sont valables combien de temps ? Parce qu'avec l'augmentation quasiment journalière des prix des matières premières, comment on fait quand on fait un devis ? Alors, parfois ils sont valables 6 mois, mais là en ce moment ils sont valables combien de temps vos devis ? En ce moment, ils sont valables 15 jours, ils sont valables 1 mois, mais on travaille également en rénovation thermique avec des interventions de subventions. Et malheureusement, quand le dossier est à l'étude, on ne peut pas réviser les prix. Donc on est obligé de subir les hausses sans pouvoir les répercuter. On ne peut pas davantage augmenter nos prix de vente.
Moi, ce que j'ai peur, c'est que dans les 18 mois à venir, on ait de plus en plus de défaillances d'entreprises. Moi, je suis très inquiet sur mon sort personnel, mais c'est très représentatif aussi sur bon nombre de mes collègues. Il faut vraiment nous fournir rapidement des aides et des solutions pérennes. Et ma question, c'est voilà, allez-vous le faire? La France a besoin du secteur du bâtiment, mais aujourd'hui, c'est le bâtiment qui a besoin de la France. Merci beaucoup, Maxime. Cette question, je vais la poser à Sylvain Maillard dans un instant, porte-parole du groupe LREM à l'Assemblée nationale. Bah oui, Sylvain Maillard, vous êtes le représentant de la majorité du gouvernement. Comment vous allez faire pour répondre à Maxime et à tous les Maximes de France? Parce que je peux vous dire qu'il est pas seul, Maxime. On attend votre réponse et on va l'entendre dans 5 minutes, juste après le rappel des titres avec Émilie Dès dans un instant. On est ensemble, c'est Europe Midi, vous nous appelez au 39 21. À tout de suite. Europe 1. On était il y a quelques instants en direct avec Maxime, qui est chef d'entreprise dans le bâtiment à Dieppe et qui a 37 ans et qui nous a appelé au 39-21. Sylvain Maillard, il s'adressait indirectement à vous, il s'adressait au gouvernement. Qu'est-ce que vous répondez au chef d'entreprise qui dit, bon, on part du prix de l'essence, mais les prix des matières premières augmentent également, il doit réduire ses marges et ça met son entreprise en grave difficulté. Vous êtes également vous-même chef d'entreprise, vous connaissez ces sujets par cœur. Qu'est-ce qu'il faut répondre et apporter comme aide à Maxime et à tous les patrons, les petits patrons, j'allais dire? D'abord, remercier Maxime parce que je pense que c'est une situation difficile d'exprimer sur votre antenne la difficulté de son entreprise. D'abord, lui répondre que de ne pas négliger qu'évidemment le contexte est difficile et que l'ensemble des points qu'il a soulevés, je parle du PGE, parle de la hausse du prix de l'essence, enfin tout allait mal et je l'entends. Je crois aussi qu'il est chef d'entreprise et je le suis aussi. Et on est quand on est une femme ou un homme chef d'entreprise, on est des gens pragmatiques. Et donc, il faut regarder problème par problème. Le PGE dont il parlait, les PGE, nous avons changé la réglementation. Ils devaient le rembourser, commencer à le rembourser immédiatement. Ce que nous avons fait, c'est proposer un délai et donc de le rembourser sur les 10 prochaines années. C'est-à-dire qu'on a déjà entamé 2 ans et il a encore 8 ans pour le rembourser. Il suffit d'aller devant le médiateur pour cela. Pour la hausse du prix de l'essence, d'abord rappeler qu'on en déduit une partie de gasoil dans les entreprises, donc on est moins impacté quand on est un particulier, il faut le dire aussi. Mais évidemment, ça a renchéri. Sur les devis, et là vous lui avez posé une question que je trouve très concrète. Sur les devis, il est vrai que sur certains devis, on peut modifier les prix parce que c'est inclus dans le changement, dans le devis en lui-même. Et d'ailleurs, on a eu beaucoup d'industriels qui ont changé leur devis au fur et à mesure parce que très clairement, ils ont dit à leurs clients, écoutez, je préfère pas faire plutôt que faire au devis, sinon je perds de l'argent et donc ça marche pas. Et évidemment, c'est compliqué. Évidemment, c'est une et vous risquez de perdre votre client aussi. Oui, mais enfin, vous savez quoi? Quand vous êtes chef d'entreprise, vous n'êtes pas là pour être à perte. Et vous avez aussi vos clients qui entendent, qui écoutent Europe 1 aussi, qui connaissent la réalité et qui ont envie que entre autres, leur bâtiment ou leur rénovation soit faite. Donc, il y a discussion. Je ne dis pas que c'est simple. Je dis juste qu'il y a discussion dans la vraie vie. À côté de ça, il va falloir qu'on l'accompagne. Donc, on va regarder secteur par secteur. On l'a montré durant le Covid à quel point nous étions capables, et là je rends hommage à l'État en général, d'accompagner les entreprises, parce que ce que nous voulons, c'est évidemment, si ça dure quelques mois, d'accompagner l'ensemble des entreprises que nous avons déjà largement accompagnées pendant les 2 dernières années, pour qu'elles continuent, gardent l'emploi et puissent repartir quand la situation se sera améliorée. Vous restez avec nous, Sylvain Maillard, député La République En Marche de Paris. Sur le compte Twitter d'Europe 1, cette réaction de ceux de ce 3. Bon, c'est parfois des pseudonymes un peu compliqués, mais bon. Là, je posais la question sur Twitter. Êtes-vous prêt à faire des efforts avec ces prix qui augmentent? Et donc cet internaute dit, mais il dit, la question c'est pas est-ce que vous êtes prêt à faire des efforts, c'est comment allez-vous vous en sortir. Les efforts, on les fait depuis longtemps. Il y a beaucoup d'internautes qui disent la même chose. On est en direct avec Guylaine, qui vit à Boulogne-sur-Mer. Vous êtes agent d'entretien. Bonjour Guylaine. Bonjour. Vous nous dites que vous êtes très inquiète pour votre fille. Alors, elle est professeure, elle gagne 1 400 € par mois, elle doit faire 130 km pour se rendre au travail tous les jours. Elle fait alors c'est ça ? Je résume, je parle pour ma fille et pour tous ces jeunes profs qui rentrent à 1007 et qui font énormément de kilométrage puisqu'on supprime de plus en plus de postes. Merci Monsieur Macron. Et on éloigne donc de nos jeunes profs
Et donc ma fille fait 130 km par jour à aller, 130 km retour, mais en sachant que de Boulogne-sur-Mer le matin, un exemple, il n'y a qu'un train. Et que le soir, de Lille, il n'y a qu'un train. Donc pour 2 ou 3 heures de cours, elle part de chez elle 12 heures. En sachant que l'éducation nationale, ils ne remboursent pas tous les mois. Il faut savoir que de septembre à janvier, les profs avancent leurs frais. Donc ils peuvent se monter de 300 à 400 euros quand ils ne peuvent pas prendre le train et qu'ils prennent leur voiture. Avec le salaire qu'ils ont, je trouve ça une honte. Et j'ai vu l'évolution de notre service public SNCF depuis 5 ans. Il n'y a pratiquement plus de TER, plus de trains. Tout ça pour une politique de privatisation. Remettez du service public, remettez des trains, des bus, pour remplacer des TER. la voiture. Vous dites le transport public. Oui. Bah oui, pour remplacer la voiture. Merci beaucoup, Guylaine. Guylaine à Boulogne-sur-Mer. Marc Baudrier, c'est vrai. Si la voiture devient non, mais c'est vrai que l'auditrice a tout à fait raison. C'est infernal pour les gens qui habitent à la campagne, dans les petites villes de province. On raisonne souvent les gouvernants et les gens en grande ville. En grande ville. On habite à Lyon, on habite à Marseille, on habite à Paris. Vous avez 10 moyens, vous avez un vélo, vous pouvez y aller à pied, enfin bref. Quand vous habitez une petite ville, et moi ça a été mon cas longtemps, donc je sais très bien de quoi je parle, vous n'avez rien, vous n'avez pas de train, souvent il faut prendre votre voiture pour aller à la gare, mais une petite ville, même je parle pas des petits villages de 300 habitants, qui sont concernés pourtant, mais de 5, parfois 10 000 habitants. Et vous êtes complètement dépendant. Et le prix de l'essence, ce n'est pas un choix, c'est pas un luxe, vous ne pouvez pas vivre autrement qu'en dépensant, qu'en faisant un certain nombre de kilomètres Sylvain par an. Maillard, c'est vrai qu'on l'entend souvent cet argument, mais il est vrai. Est-ce que donc il faut que l'État baisse ses revenus sur le carburant. N'oublie pas un petit peu cette réalité, en tout cas où ils pensent, mais là c'est du concret, effectivement. Ils sont obligés, certaines personnes sont obligées de prendre leur voiture. Non mais excusez-moi, mais c'est extrêmement populiste de penser que nous vivons tous dans des tours d'ivoire à Paris et ne pas savoir ce qu'est la réalité des choses. Évidemment, quand on habite ou en grande banlieue, vous avez besoin de votre voiture. Vous savez, moi, en grande banlieue, il y a des trains. Je suis député. Mais oui, mais quand vous dites pour aller à la gare, il faut prendre sa voiture. Vous avez exactement pris votre cas en disant j'étais dans une ville, petite ville. Il fallait que je prenne ma voiture pour aller à la gare. Mais vous savez quoi, en grande banlieue, c'est exactement le cas. Ça arrive aussi. C'est le cas de l'immense majorité de nos concitoyens. Et donc ne croyons pas qu'on est déconnecté de ça. D'ailleurs, c'est un choix parfois de vie de dire je veux avoir plus de place, plus habiter avec un jardin. Mais évidemment, on est très dépendant de la voiture. Et ça, évidemment. Est-ce que le prix de l'essence, c'est le gouvernement qui en est responsable? Non, la hausse à l'heure actuelle, non. Est-ce qu'il faut l'accompagner? Oui, et je crois qu'on a déjà fait avec un chèque énergie, je crois, un accompagnement. Le président de la République, le gouvernement reviendra, vous l'avez dit dans votre journal tout à l'heure, va revenir parce qu'il va falloir accompagner ceux qui sont le plus en difficulté, ceux qui font le plus de kilomètres. Je voudrais juste notre auditrice tout à l'heure. Oui, je vous voyais réagir. Et je comprends son coup de gueule et au fond, on est là pour y répondre. Sur les transports. Elle a dit des choses aussi qui ne sont pas vraies. On ne supprime pas des postes d'enseignants. Vous savez quoi, on a du mal à recruter des enseignants. On a des postes ouverts partout. Je lance un appel. On a des postes ouverts partout. On a du mal à recruter des enseignants. On peut discuter sur la revalorisation de leur salaire. C'est peut-être pour ça qu'on a du mal. On a déjà fait des efforts, mais il faudra aller plus loin. Mais la difficulté n'est pas de fermeture de postes. La vérité, c'est qu'on n'arrive pas à recruter des enseignants. Sur les trains, et je vais en terminer là-dessus. Sur les trains, c'est une politique d'abord régionale. Je le retourne vers les présidentes et présidents de région. C'est aussi la politique des TER, c'est eux qui le règlent. Et puis dire que nous avons fait les plus gros investissements, 8 milliards pour les petites lignes, pour réinvestir dans les petites lignes qui étaient en difficulté, sur lesquelles il n'y avait pas forcément de rentabilité. C'est vraiment une priorité du gouvernement, du ministre Djebari, de faire en sorte que nous ayons partout des trains à l'heure, dans des bonnes conditions, parce que, évidemment, dans la transition énergétique dont nous allons continuer à parler,
le train fait partie du mix obligatoire si on ne veut pas être dépendant à chaque fois du prix du pétrole. Le choc de 1973, c'était la chasse au gaspillage. Voilà, moi, c'est mon année de naissance, donc voilà. Mais j'ai eu... on connaît tous ce slogan, quelle que soit son année de naissance. On va y revenir. Il va falloir faire attention. Il va falloir réduire au maximum sa consommation d'énergie. C'est ce vers quoi on se dirige. Tiens, Carole Ferry. Oui, je crois que clairement, ça a déjà été dit et il va falloir faire des efforts. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Je pense qu'effectivement, là, on est en train de préparer les esprits à ça. Il faudra voir combien de temps ça dure. Mais je crois qu'il y a une autre chose qui est aussi importante et qui peut en effet être un peu anxiogène, c'est que on était en train de reprendre de la croissance. Là, sans doute, ça va mettre un coup d'arrêt, ça va en tout cas la freiner, sans doute. On commence à revoir les prévisions de croissance, etc. Et tout ça avec une inflation qui commence à s'envoler. Les deux à la fois, c'est vrai que ça peut faire... les voyants ne sont pas au rouge écarlate. Non, pas encore, mais disons qu'on était plutôt... Tout était au vert, et là, ça commence à devenir un peu orange. Les prix augmentent, les prix de l'énergie, l'inflation revient. Et la croissance risque de ralentir. Un mot de la campagne, la réponse d'Emmanuel Macron aux questions de pouvoir d'achat, c'est le pouvoir d'achat des Français, c'est leur travail. Bon, ça c'est vrai, quand on a un travail, on a au moins un salaire. Ça va être compliqué à tenir comme ligne... à long terme, ou en tout cas ces prochaines semaines, s'il y a vraiment une explosion du prix de l'essence, Marc Baudrier? Oui, parce qu'il ne faut quand même pas oublier que quand vous achetez votre litre d'essence autour de 2 € aujourd'hui à la pompe, et même 2,20 €. Et 2,24 à Louan, là. Voilà. En Saône-et-Loire, eh bien, il y a 1 €, grosso modo, qui revient dans la poche de l'État. Les taxes, c'est autour de 60% du prix selon les carburants, ça varie un petit peu, mais c'est autour de 60% du prix du litre. C'est considérable. C'est considérable. Et donc, il faut que l'État... c'est pas nouveau. Alors, mais c'est pas nouveau. C'était le cas avant. Mais oui, l'État s'enrichit quand l'essence est à 2 €. Exactement. Plus l'essence augmente, plus l'État s'enrichit. C'est ce terme-là, l'État s'enrichit comme si c'était une valeur absolue. Avec cet argent, on paye nos routes, on paye c'est la caisse commune, les écoles. On est d'accord. Oui, mais c'est important de le rappeler. Moi, je conteste pas le fait qu'on peut discuter sur l'impôt ou l'impôt sur les taxes. Oui, moi, je dis qu'on baisse les impôts. Alors, là-dessus. Mais ce côté un petit peu, il y a une poche un peu un invisible à qui on doit donner de l'argent. Non, c'est pas ça, c'est notre argent. On peut discuter comment on le dit. Mais si, tout à l'heure, vous dites l'État, c'est nous. L'État, c'est nous. C'est-à-dire que c'est grâce à ça qu'on paye beaucoup de choses. On a des enseignants, des policiers, des militaires. On a une administration, des hôpitaux. C'est ça qui finance aussi. Oui, c'est pas une mauvaise nouvelle quand il y a de l'argent qui rentre dans les caisses de l'État. Non, mais je dis pas qu'on ne peut pas contester. Qui taxe le plus au monde. Mais j'entends la discussion là-dessus. En même temps, on est l'État qui bloque le prix du gaz et on n'a pas d'augmentation du prix du gaz. À côté, ça va coûter 10 milliards. 10 milliards, c'est l'État qui paye. Quand l'État, je reprends l'État, c'est-à-dire que c'est nous indirectement avec des impôts, avec une croissance. C'est pour ça que c'est très important la croissance. C'est pour nous, c'est ça qui va permettre de financer notre modèle social. Et donc, il faut absolument faire en sorte que cette croissance continue. On n'est pas pour de la décroissance. Je suis totalement contre le terme de décroissance. On est pour de la croissance responsable, écologique, mais de la croissance, c'est ça qui financera notre modèle social. 12h44. Restez bien avec nous dans un instant. Tiens, je regardais cette déclaration de Sandrine Rousseau. Baisser le chauffage de 2 degrés pour se passer du gaz russe. Voilà, tout le monde a son commentaire ou sa solution. Ça suffira pas complètement. Ça suffira pas complètement. Ça peut être une solution à la Sandrine Rousseau. Voilà. Bon, 12h45. 1h moins le quart. Restez bien avec nous. C'est passionnant. On va continuer à parler d'argent. Généralement, ça se fait pas à table. Vous êtes peut-être à table, mais vous allez écouter. On connaît les patrimoines des 12 candidats à la présidentielle. Ils sont obligés de tout déclarer. Voilà, est-ce qu'il n'y a pas un peu trop de transparence? On en parle dans un instant. Vous nous appelez au 39 21. À tout de suite.